Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Jusqu'à 10h, comme chaque samedi, on parle de votre logement sur Sud Radio avec monsieur Sylvain Lévy-Valency, le fondateur de Radio IMO. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Au programme ce matin, on va parler des propriétaires. Vous savez, on fantasme beaucoup sur les propriétaires. On va parler de leurs inquiétudes, mais aussi du rôle qu'ils ont dans la société. Et pour cela, nous avons invité le président de l'Union nationale de la propriété immobilière, Sylvain Gratalou. On va aussi parler des questions que vous nous posez sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300 avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour Bérénice. Bonjour. On parle du parking. Est-ce un bon investissement immobilier? Exactement, très bonne question. On fera le tour de France des biens à acheter un peu partout. On va aussi faire un point sur le chantier du siècle, c'est-à-dire la rénovation énergétique avec Laurent Permas. Sylvain, aujourd'hui, on va parler Laurent Permas, des thermostat. Eh bien oui, comment utiliser un bon thermostat, surtout à l'approche de la mi-saison. Je présume qu'il est connecté. Mais avant ça, on commence comme chaque samedi par les infos de la semaine à retenir avec Bérénice de Villefloriot et vous, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, on va commencer avec les infos à retenir justement avec le prêt à T0 qui pourrait être proposé aux banques et ce dès le 1er avril, Bérénice. Et oui, ça y est, c'est officiel à partir du 1er avril, le PTZ, comme on l'appelle, s'ouvre à tout le territoire et à toutes les maisons neuves, donc appartements neufs ou maisons neuves, sans distinction de zone. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent devenir propriétaires et qui ne le sont pas, parce que je rappelle que c'est destiné aux primo-accédants. Primo-accédants, c'est ceux qui ne sont pas encore, c'est leur premier achat. Donc, qui pourront financer cet achat. Et alors, dans l'ancien, le PTZ reste réservé aux zones détendues, c'est-à-dire les villes où la demande de logement est moins forte. Ça vous fait rire, ça, hein? Zones détendues, j'aime bien. Voilà, écoutez, il en faut pour tout le monde. Comme certaines communes rurales ou moyennes. Attention, il faut prévoir des travaux de rénovation énergétique pour en bénéficier. Alors, on va rappeler également les deux autres mesures qui entrent en vigueur avec enfin cette loi de finances qui a été... Alors, pour le dire, c'est le 49.3 qui a homologué la loi de finances. Et qui a été publiée. Ça y est, on en a une de loi de finances. Bon, les deux lois rapidement, je vous en avais déjà parlé en détail, mais c'est jusqu'à 300 000 € de donations exonérées de droits de succession pour aider un proche à acheter un logement, enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant. Pas de hausse de frais de notaire pour les primo-accédants, donc ceux, on l'a dit, pour qui c'est le premier achat. Voilà, pour rappeler qu'ils avaient augmenté de 0,5% pour l'ancien. Pour l'investissement locatif, est-ce qu'il y a des réformes en vue? Il serait temps. Oui, alors, la ministre du Logement, Valérie Létard, elle veut s'attaquer à la rentabilité de l'investissement locatif. C'est ce qu'elle a déclaré. Une mission est en cours, voilà, il faut savoir, pour revoir la fiscalité des bailleurs privés, parce qu'elle est jugée moins avantageuse que d'autres placements, par exemple sur les marchés financiers. Parmi les pistes évoquées, qu'est-ce qu'on a? On a un abattement fiscal, on a un prélèvement forfaitaire unique aligné sur la flat tax qui s'applique aux marchés financiers, et je vous rappelle que la flat tax c'est 30%. Et enfin, un abattement fiscal et puis un mécanisme d'amortissement. Voilà, donc c'est étudié, ça veut dire que c'est à l'étude. Si cette mission va au bout de sa logique, ce serait un changement majeur dans la politique qui est en cours, qui est en place depuis 2017. Et l'objectif, Jean-Marie, c'est d'intégrer ces mesures au budget 2026. Voilà. Et enfin, un autre dossier brûlant, j'en parle quand même parce que c'est d'actualité, l'encadrement des loyers. Une mission va être lancée pour évaluer son impact réel pour une éventuelle prolongation en 2026. Alors, un nouveau phénomène également, c'est la flambée des prix de l'immobilier. Et à Paris. Oui, alors il y a un phénomène qui fait flamber les prix à Paris. Si vous cherchez un appartement à Paris, Jean-Marie, attention, certains quartiers voient leur prix grimper. Pourquoi, à votre avis? Deux raisons bien précises. Alors, la popularité de sa première magistrate? Pas tout à fait, on n'en est pas là encore. C'est la verdure et la sécurité. Et ces deux critères de luxe se sont à retrouver dans les rues aux écoles, comme on les appelle. En fait, c'est des rues entièrement piétonnisées, végétalisées, autour des établissements scolaires qui transforment donc le marché immobilier. Moins de voitures, plus d'arbres, un environnement plus apaisé pour nos enfants et des prix qui s'envolent aussi. On va donner quelques exemples pour nous faire rêver. Rue de la Bienfaisance, dans le 8e arrondissement, un appartement de 115 mètres carrés, Jean-Marie, pour vous, pour faire des grosses soirées, vendu 1,5 million d'euros. Il va falloir économiser. Vous amènerez les boissons, parce que vous n'aurez plus rien. Allez, un dernier avec la transformation à bien similaire, juste pour vous dire l'évolution du prix. Coûtait 11 500 € le mètre carré et aujourd'hui on dépasse donc les 13 000. Et pourquoi cet engouement? Je vous l'ai dit, moins de nuisance aussi, il y a du calme, une qualité de vie améliorée et il faut savoir que ce phénomène va
va continuer puisque la mairie veut porter le nombre de ces rues à 300 d'ici 2026. Bon, et si je fais juste avec la première magistrate, c'est vrai que c'est une politique de cette municipalité que d'avoir amélioré le cadre de vie autour des écoles. Oui, on est bien content. Soyons équitables. Merci beaucoup Bérénice de Villeflorion. On vous retrouvera un peu plus tard dans cette émission. On va parler logement et propriété. Si tant est que ce soit encore possible d'y accéder. On va essayer de remettre l'église au centre du village pour expliquer le rôle qu'ont les propriétaires dans ce pays. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Sylvain Lévy-Valency est son invité. Merci Jean-Marie. Bonjour Sylvain Gratalou. Bonjour. Voilà, Sylvain et Sylvain, pourquoi pas. Vous êtes le président de l'Union nationale de la propriété immobilière pour 35 millions de propriétaires. C'est impressionnant. Merci de répondre à nos questions et je vous propose, mon cher Sylvain, que l'on commence peut-être par présenter le rôle que vous avez majeur en réunissant finalement la propriété immobilière. Parlez-nous en quelques mots de l'UNPI. Oui, avec plaisir. Alors l'UNPI et l'Union nationale des propriétaires immobiliers est une vieille dame, hein, elle date de 1893, existe encore aujourd'hui et sa mission finalement elle correspond essentiellement à l'évolution de la société, à savoir dans un premier temps une association essentiellement de propriétaires bailleurs et aujourd'hui on a environ sur le territoire français 76 chambres locales avec une mission syndicale importante mais aussi une mission qui est de conseil, d'information et de soutien des propriétaires. Alors, toutes ces missions, elles évoluent avec le temps et aujourd'hui, on s'aperçoit que les propriétaires ont vraiment besoin de conseils. De conseils parce que la législation est ultra complexe, c'est un maquis législatif monstrueux et puis surtout, c'est qu'ils ne savent pas où aller. C'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est quelles sont les perspectives. Que leur conseiller acheter, pas acheter, où, quand, comment, les prix sont-ils aujourd'hui stabilisés, pas stabilisés C'est extrêmement compliqué. Ça peut être aussi louer, ne plus louer, désinvestir. C'est un vrai sujet. On a besoin de vous, hein, les propriétaires, bien sûr, dans ce pays, puisque je rappelle que plus de 62% des locataires du parc locatif dit privé seraient éligibles au logement social, donc vous avez un rôle important. Alors pourquoi je vous pose cette question? Puisque vous l'avez dit il n'y a pas si longtemps que ça sur notre antenne, sur Radio Imo et sur d'autres médias, qu'un propriétaire a un rôle citoyen. Un rôle sociétal. Vous avez insisté là-dessus. Alors, bien évidemment, vous cassez l'image traditionnelle du propriétaire qui exploite le petit peuple mal logé en conditions de précarité. Pas du tout. Vous dites on a un rôle essentiel et vous allez même plus loin. Vous vous énervez gentiment, mais vous dites on est assez mal considéré avec l'inflation normative et fiscale qui pèse sur vos épaules. Je suis agacé, effectivement, parfois même énervé, parce qu'en réalité, on a 35 millions de propriétaires, mais qui sont considérés à l'égard des pouvoirs publics comme 35 millions d'unités, mais pas du tout comme une force extrêmement importante qui vient au soutien de l'intérêt général. 35 millions de propriétaires, c'est pas rien. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas besoin de la collectivité pour être logés. Ce sont 35 millions de propriétaires qui, par ailleurs, ont d'autres biens par lesquels ils permettent à d'autres citoyens d'être logés. Donc pas besoin de la collectivité. Et tous ces propriétaires bailleurs créent de la richesse en faisant intervenir des quantités d'entreprises. Quand on appelle un plombier, un électricien, un plaquiste ou un peintre ou je ne sais quoi. Alors, un syndic de copropriété. Un syndic de copropriété, un avocat en cas de contentieux, un notaire au moment de l'acquisition, évidemment tous les intermédiaires. Des travaux de rénovation énergétique. Des travaux de rénovation. En fait, on produit énormément de richesse. Et puis, au-delà de tout ça, effectivement, si on a 100 millions de touristes qui viennent chaque année, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a un patrimoine qui est extrêmement entretenu. Et on ne les considère pas. On ne les considère pas parce que si on regarde sur le volet fiscal, on les considère comme des gens privilégiés, riches, que l'on doit taxer, jusqu'à avoir un impôt sur la fortune immobilière uniquement. Alors justement, ce qui est inadmissible. Justement, adieu l'ISF, bienvenue à l'IFI. C'était la promesse du président Macron qui a finalement déplacé l'impôt sur la richesse, entre guillemets, sur quelque chose qui n'est pas délocalisable. Parce que par essence, les propriétaires ont des actifs qui sont indélocalisables, bien évidemment. Et vous dites, vous n'y allez pas de main morte. Effectivement, là, vous cassez vraiment les modèles, hein, en disant que, quelque part, vous êtes les déconsidérés économiquement dans la vision de l'exécutif, même si, effectivement, ce gouvernement est l'un des seuls depuis
le premier mandat d'Emmanuel Macron à avoir une politique du logement un peu plus lisible. J'aimerais qu'on fasse un point de situation. Donc effectivement, vous dites que vous êtes martelé, littéralement étranglé fiscalement avec des normes qui pèsent. Est-ce qu'on peut faire le point justement entre taxes foncières, encadrement des loyers, fiscalité confiscatoire, je reprends les termes qui sont parfois utilisés par vos adhérents. Où est-ce qu'on en est, Sylvain Grattalou? Et on va essayer d'être positif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses relancent un petit peu et améliorent la confiance avec un exécutif qui vous a un peu oublié? À l'UNPI, on est très positif, à condition que l'on fasse des bons diagnostics. Et c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a énormément d'analyse d'une situation qui est totalement erronée. D'abord, il y a un terme que je n'aime pas, qu'on entend très souvent, c'est le mot de rentier, c'est le mot de rentabilité. Aujourd'hui, les propriétaires, qui sont-ils? Ce sont des Français moyens. Ce sont des Français moyens qui sont ni riches ni pauvres, mais qui essayent, tant bien que mal, de pouvoir traverser la vie sereinement en payant ce qu'il y a à payer. Bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, en ayant investi pour préparer une retraite, c'est-à-dire compléter une pension de retraite qui peut être faible, c'est-à-dire, encore une fois, ne pas solliciter la collectivité qui commence à en avoir un petit peu marre et un État qui s'essouffle et qui s'appauvrit, eh bien, on les considère comme des riches. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, on va s'occuper des locataires, et c'est très bien, parce que je crois que tout Français qui a des problèmes de pouvoir d'achat doit être soutenu. Bon, simplement, doit être soutenu, non pas au détriment des propriétaires. Et un encadrement des loyers, qu'est-ce que c'est? C'est un revenu locatif qui est plus faible, mais qui est supporté par le propriétaire. Alors, encore une fois, la variable d'ajustement de cette politique. Absolument. Toujours. Mais de l'autre côté, fiscalement. Mais même fiscalement, parce que de l'autre côté, vous avez une augmentation de toutes les charges. La taxe foncière, en 10 ans, a augmenté de 32,9%. Et si on se contente de Paris, on est à plus de 80% en 10 ans. Et si on fait un corollaire avec les loyers, hallucinant. et le loyer, lui? Les loyers en moyenne? Alors, les loyers, on dit là aussi, si on fait des fake news, on dit que les loyers explosent. Oui. Ce qui est faux. Les loyers ont augmenté, notamment à Lyon, en 10 ans de 8%. D'accord? Sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années. Pourquoi? Parce que depuis 2012, les loyers n'augmentent qu'à travers un indice, qui est l'indice de référence des loyers. Et à chaque changement de locataire, on doit mettre le même loyer entre le locataire précédent et celui qui suit. Alors je ne parle pas des propriétaires qui sont coquins. Oui, parlez de ce que vous pratiquez. Du propriétaire parce que citoyen parfois, qui a des devoirs. Voilà. Et c'est celui-là, et c'est la majorité. Donc un encadrement des loyers qui est important. De l'autre côté, une augmentation phénoménale de la taxe foncière. Vous avez parlé de Lyon. Paris, par exemple, on est à combien? La taxe foncière? Oui, en augmentation de loyer sur les 10 dernières années. Mais on est à peu près dans les mêmes montants. Du manière générale, c'est 7,4 moyenne. D'accord, sur 10 ans. Et si on ramène ça à l'euro constant, sur les 10 dernières années, le loyer a diminué. C'est intéressant de dire ça. Expliquez-nous pendant. Tout simplement parce que... Par l'inflation de la charge. Exactement. Et quand vous comparez ça à l'augmentation de la taxe foncière, l'augmentation avec l'inflation et l'augmentation du loyer... C'est un rendement négatif. Le rendement est négatif dès l'instant où le propriétaire est assujetti à l'IFI, à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ce sont des gens qui sont attachés à la pierre. On leur a toujours dit, la pierre, c'est un investissement important parce que vous avez une stabilité. C'est là, notamment pour la résidence principale, ne l'oublions pas, c'est là où une famille se construit, s'installe, dépose des souvenirs. À côté de ça, on va acheter un petit bien parce que ça permet, plutôt que de louer, d'y installer des enfants étudiants le temps de leurs études. Et en 10 ans après, on va le conserver parce que ça permettra comme ça d'avoir un complément de revenus à la retraite. Et en réalité, aujourd'hui, c'est à quoi bon être propriétaire? Parce que non seulement on est des agents économiques, des agents sociaux et un rôle environnemental extrêmement important, et on est taxé. Moi, je vends tout, je place les choses sur des comptes rémunérés, j'achète des yachts ou des œuvres d'art, je ne servirai à rien pour la société, mais au moins, à titre personnel, je serai satisfait. Ce n'est pas ça un propriétaire. Et c'est pas le message que je fais passer. On a besoin des propriétaires, on a besoin de la propriété comme valeur dans notre société. 35 millions de propriétaires, vous l'avez rappelé. Alors, bien évidemment, je suis absolument d'accord avec vous, mais là où le bas blesse, c'est que on peut y ajouter un calendrier contraint de la rénovation énergétique qui fait littéralement exploser les taux de rentabilité des loyers. Et heureusement, on a des spécialistes de l'éco-transition. On écoutera la chronique de Laurent tout à l'heure. C'est quoi le profil d'un propriétaire dans ce pays? C'est un petit propriétaire, c'est plus le grand propriétaire. C'est quoi le coefficient de détention d'un bien immobilier? C'est-à-dire, en moyenne, ils ont combien de biens? 1, 2? En moyenne, c'est quoi? Déjà, c'est peut-être un peu une marole. Les mots sont les mots. Il n'y a pas de petits propriétaires. D'accord. Tous les propriétaires doivent être considérés
quelle que soit leur dimension. Nous avons des propriétaires en moyenne, qui sont plus de 90% des propriétaires détiennent 1,2 ou 1,4. C'est ça. On avait ces statistiques. Donc en fait, est-ce que c'est être riche et privilégié que d'avoir sa résidence principale plus un bien à côté? Mais c'est pas ça être riche. Alors évidemment, par rapport à ceux malheureusement que l'on peut voir dans le métro des SDF, évidemment. Mais la question n'est pas de se référer à avoir ce type de référent. C'est emmener au contraire la population française vers quelque chose qui est encourageant, qui est enthousiasmant et qui est rassurant et qui est stable. Bon, donc 1,2 ou 1,6, je trouve que c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Maintenant, les autres qui détiennent une grosse partie du patrimoine immobilier. Alors on va dire, mais effectivement, on concentre toute la richesse, mais pas plus d'ailleurs que les industriels. Simplement, c'est qu'il faut considérer que ces gens-là, qui sont des propriétaires dimensionnés, ont l'immobilier comme outil de travail. Et derrière, ils génèrent des quantités d'emplois, créent de la richesse, de la TVA, etc. Mais pas plus qu'un industriel ou pas plus que d'autres professions ou que d'autres secteurs. Et ces gens-là sont considérés comme des particuliers et ils ne sont pas considérés comme les entreprises. Ce sont les fameuses foncières. Sylvain Grattalou, vous avez conscience, mais je pense que vous en avez conscience, qu'au moment où vous parlez, en France, on vit une crise du logement dont les effets remontent pour certaines fois depuis 1954. On a un nombre d'autorisations d'urbanisme pour les constructions neuves qui a jamais été aussi bas depuis plus de 40 ans. On n'a plus d'incitation à la pierre, plus d'investissement dans ce pays et on a une explosion démographique. On est dans un goulot d'étranglement. Moi, je vais vous demander, sur la minute qui nous reste en interview, c'est qu'est-ce qu'il faudrait très concrètement, indépendamment des chapelles politiques des uns et des autres, pour relancer finalement l'offre de logement. Parce que vous savez, à Paris, on parle des logements vacants, on dit qu'on va préempter, on dit qu'on va saisir. Vous avez le fameux DALO, la loi DALO qui a été quand même très dure à vivre pour les propriétaires, bien évidemment. C'est un droit au logement opposable qui permet parfois pour loger les personnes. Soyons clairs, on n'a pas des propriétaires insensibles à la misère humaine et à la demande de logement. Et au même moment, on a des bâtiments qui s'effondrent parce que mal entretenus, avec des syndics parfois indélicats. Et heureusement, ils sont assez marginaux, mais il faut quand même dire qu'il y a des soucis de ce niveau-là. Qu'est-ce que vous proposez, vous, UNPI, pour résoudre ce problème? Deux choses. La première, c'est que l'État prenne ses responsabilités. C'est un peu compliqué parce que je pense qu'on a aujourd'hui les pouvoirs publics qui endossent un costume qui est bien trop grand pour eux. Et qui n'ont aucune perspective et qui n'imaginent pas ça. Donc ce sont les querelles de clocher qui se trouvent à l'Assemblée nationale. Donc on n'avancera pas sans politique du logement. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de considérer qu'on peut mener une politique sans s'occuper de tout, mais en faisant confiance. Confiance aux propriétaires, ça ne veut pas dire ne pas encadrer les excès. C'est un très beau mot pour finir cette interview, confiance. Merci Sylvain Grattalou. Je rappelle que vous êtes président de l'Union nationale de la propriété immobilière pour 35 millions de propriétaires. Merci à vous. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Les questions que vous avez posées sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. On va parler du parking. Est-ce un bon investissement immobilier? Avec Bérénice de Villefloriot, Sylvain Lévy-Valency, toute l'équipe. Et moi, je vous laisse entre les mains de Jules Boscherini. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. De retour pour vous, votre rendez-vous 100% IMO avec Sylvain Lévy-Valency et toute son équipe. Tout de suite, on écoute vos questions sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Eh bien, ça vous concerne. Ça vous concerne, mon cher Jules, parce que justement, on a une question qui nous a été posée sur le répondeur de Sud Radio, c'est sur les parkings Bérénice. Oui. Et vous avez appelé la spécialiste qui va répondre à cette question. Alors, c'est Mathieu qui habite à Toulouse et qui n'a pas les moyens d'acheter un logement. Et donc, qui se demande si la place de parking est un bon investissement immobilier. Il veut pas vivre dans son parking. Hein, non, il veut le louer. Bon, il est locataire, il peut pas acheter un appartement pour le louer. Donc voilà, il aimerait louer un parking. Donc la question, c'est de devenir propriétaire d'une place de parking pour la louer. Est-ce une bonne affaire? Alors en effet, j'ai contacté Estelle Coudard, qui est la directrice des affaires publiques et relations presse de YesPark. YesPark, qu'est-ce qu'ils font? C'est une plateforme de location de places de parking. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors, pour déjà nous réexpliquer à nous tous, quels sont les critères à prendre en compte pour investir dans un parking?
Alors il y a plusieurs critères qui en fait sont des critères d'offre et de demande. C'est regarder où est localisé votre parking. Est-ce qu'il est au juste prix? Il y a le critère de la demande. Est-ce qu'il y a une forte demande à l'adresse de votre parking? Et puis il y a des critères aussi un peu plus contextuels de politique de la ville du stationnement. Est-ce qu'on rend le stationnement payant? Est-ce qu'on supprime des places en voirie? Ah oui, parce que forcément, il y aura une tension si c'est le cas, par exemple. Tout à fait, exactement. Plus il supprime des places, plus on rend le stationnement payant, plus on observe une tension sur le stationnement en voirie et du coup en souterrain. Et c'est là où votre parking devient un investissement rentable. Alors, Christelle, je vais pas vous demander si c'est un bon investissement parce que vous allez prêcher pour votre paroisse, mais vous venez de publier un baromètre qui donne un aperçu des meilleures zones pour investir dans une place de parking. Et je l'ai trouvé très bien fait. C'est vrai qu'il a été réalisé avec des outils solides. Est-ce que vous pouvez me donner le top 5 des villes où c'est très rentable d'investir dans un parking ? Oui, bien sûr. Alors, grâce à nos outils, effectivement, on peut voir les prix mensuels moyens, mais aussi la demande qu'il y a sur ces villes-là. Ouais. Et dans le top 5, on a Paris qui arrive en tête, qui n'est pas très surprenant. Puis on a Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, avec des pourcentages qui vont de 4 à 8% de hausse de prix par année. Et puis des prix mensuels moyens qui avoisinent les 90 €, par exemple à Marseille. Strasbourg, on est plutôt sur 75 €. Et puis si on est du côté de Paris, c'est plutôt 140 € par mois. Voilà. Et après, donc, dans votre baromètre qui est disponible sur Internet, je le rappelle, sur votre site YesPark, on voit aussi que c'est en fonction des rues, c'est un peu au cas par cas. Oui, ça fait. En fait, on a deux modules qui sont disponibles. Une plus macro, vous allez voir à l'échelle de la ville, de votre ville où vous voyez votre parking. Et puis, il y a une version plus micro, vous rentrez l'adresse de votre place de parking. Ça vous permet de voir aujourd'hui quels sont les prix autour pratiqués dans les autres places de parking, la demande, et puis cette fameuse tension du stationnement. Est-ce que vous êtes dans un quartier où il n'y a plus de place en voirie et du coup on cherche à tout prix à se garer en souterrain? D'accord. Et alors pour Toulouse, pour terminer, pour notre auditeur, pour répondre à Mathieu, parce que lui il habite à Toulouse et j'imagine qu'il veut investir à Toulouse dans un parking, qu'est-ce qu'il en est? À Toulouse, aujourd'hui, on loue en moyenne à 70 € par mois sa place de parking. C'est des prix qui augmentent chaque année. On est à plus de 5% de hausse là sur l'année 2024-2025 et quasiment plus 10% en 2 ans. A priori, Toulouse a des politiques de ville de stationnement où le stationnement devient également payant pratiquement partout, supprime des places. Donc a priori, c'est un bon investissement pour les années à venir. Et ben voilà, Mathieu, on a répondu à votre question. Merci beaucoup, Estelle Coudard. Merci. Et je rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions à 0800 26 300 300. Voilà. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et tout de suite, on attaque Avec le chantier du Massif, siècle. Changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et tout de suite, on attaque le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Eh ben oui, parce que la rénovation énergétique, c'est le chantier du siècle. Avec vous, Sylvain Lévy-Valency. Oui, vous avez raison de le souligner, le chantier du siècle. Et chaque semaine, on va vous répondre. Et avec nous, le spécialiste de l'éco-rénovation, Laurent Permas. Bonjour. Bonjour Sylvain. Directeur de Sofinco Éco-Transition. Merci de nous accompagner. Comme chaque semaine, Laurent, cette semaine, nous allons parler de la régulation et de la température, justement, dans notre logement. J'ai l'impression qu'elle n'est pas optimisée chez moi. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est le fameux thermostat qui est quand même le dispositif et la solution la plus populaire en France. Ça vous permet de garantir votre confort thermique et puis de maîtriser vos factures d'électricité. Alors, un chiffre, à partir de 19 degrés, chaque degré supplémentaire représente 7% de plus sur votre facture énergétique. Donc c'est quand même assez concret. Et donc ce thermostat, il va justement pouvoir à la fois vous donner une qualité thermique de confort et en même temps réguler votre électricité, votre facture énergétique. Et donc c'est tout simple, vous avez une température idéale de 19 degrés, eh bien le chauffage est considéré comme insuffisant s'il n'arrive pas à atteindre 18 degrés. Donc ce thermostat, il va justement pouvoir être simplement installé avec notamment un tableau de bord. Alors on voit parfois vous voyez, un peu comme un petit portable. Vous allez réguler à distance, si vous le souhaitez d'ailleurs, votre chauffage pour définir la température selon vos envies, les pièces où vous vivez, les pièces où vous êtes justement absent. Et donc c'est extrêmement simple d'utilisation et ça permet aussi de définir un peu au niveau de l'ensoleillement, de la présence ou non d'appareils ménagers ou selon le type de pièce, la régulation. Alors,
quel type de thermostat je peux installer chez moi? Alors, vous avez 2 types de thermostats, en fait. Vous avez le thermostat d'ambiance classique et le thermostat d'ambiance programmable. Je dirais que c'est assez simple, la définition parle d'elle-même. Lorsque vous êtes absent, eh bien, vous allez pouvoir justement, au travers d'un capteur de chaleur, en fonction de la température que vous souhaitez, pouvoir réguler et préparer peut-être votre arrivée. Donc, 1 heure ou 2 heures avant, vous allez pouvoir réchauffer cette pièce. Et donc, la principale différence entre les deux, c'est l'un est programmable. Et donc, vous allez définir cette température avec les plages de temps qui peuvent être réglées selon les jours de la semaine, et puis les périodes d'occupation, vos enfants, vos parents, votre conjoint. Et donc, tout ça permet en fait de faire une diminution très claire de la facture énergétique. L'installation, là aussi, doit se faire de façon particulière, professionnelle, à 1,5 mètre du sol, à 1 mètre d'une ouverture, notamment fenêtre ou source de chaleur, radiateur, et dans une pièce de vie de préférence, entre la maison, au centre de la maison, pardon, et puis sur un mur intérieur sans chauffage d'appoint. Voilà. Donc c'est très très simple d'installation, fait bien évidemment par un professionnel. Et je le rappelle, température idéale 19-20 degrés lorsque vous êtes présent, 16-17 la nuit, c'est meilleur pour votre santé. Et c'est un meilleur confort aussi d'endormissement. Et puis, si vous quittez votre logement, eh bien, vous faites baisser automatiquement, en tout cas programmer justement la température. Alors, je présume que ça a un coût. Est-ce qu'il existe des aides, justement, si je veux le faire? Oui, vous avez alors un coût qui se situe entre 30, 300, 400 euros. Et vous bénéficiez, oui, alors après, vous avez besoin peut-être un peu plus. Oui. Et puis, vous avez des aides quand même. Vous avez l'installation aussi, qui doit être intégrée. MaPrimeRénov', alors uniquement sur un parcours accompagné, c'est-à-dire dans le cadre notamment des travaux de grande ampleur, avec un gain énergétique. C'est inclus dedans, d'accord. Oui, tout à fait, avec un gain énergétique de C2E bien évidemment, l'éco-prêt, et puis la TVA est réduite à 5,5 pour les thermostats. Alors quelques points d'attention avant de nous quitter, très importants. Absolument. Il y a une aide, le fameux coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce, qui était proposé par l'État jusqu'au 31 décembre 2024, qui n'existe plus. Elle s'est stoppée. Il y a eu trop d'arnaques. Trop de fraude. Donc l'État a tout simplement stoppé cette aide. Donc ça veut dire qu'elle n'existe plus. Donc si on vous démarche pour vous proposer celle-ci, attention, c'est faux. On refuse. Et puis, attention aussi au faux démarchage, notamment d'entreprises, au nom d'entreprises comme EDF ou Total Energy, qui là encore ont aussi des régulations. L'État ne prospecte pas non plus. Un rappel tout simple, on le dit à chaque chronique, rapprochez-vous de France Rénov', c'est l'État, c'est les pouvoirs publics, et puis passez par un artisan RGE. France Rénov', c'est un numéro de téléphone, le 0808 800 700, c'est gratuit, ou sur leur site internet. Et puis RGE, eh bien c'est l'artisan justement qui permet, et la liste est disponible aussi sur France Rénov'. Merci Laurent, on vous retrouve la semaine prochaine pour les conseils en éco-rénovation. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Et ben voilà, on a parlé écologie, rénovation. Maintenant, on attaque le Tour de France des biens, coup de cœur. Alors, où est-ce qu'on part aujourd'hui, Bérénice? Eh bien, on part à Cannes et je vais faire plaisir à Grégoire qui nous écoute très certainement, puisque un petit lien avec le foot. Je rappelle que l'AS Cannes s'est qualifié en demi-finale de la Coupe de France. Voilà. Donc, un petit coucou à Grégoire. Donc, bienvenue sur la Croisette. Un appartement de 2 pièces, 40 mètres carrés. Un appartement situé dans le quartier de la Boca, pour ceux qui connaissent, au 3e étage d'une résidence sécurisée. Un appartement très lumineux qui se compose d'une entrée avec un placard, un séjour avec cuisine, salle de bain, d'une chambre avec placard, et une terrasse. C'est important à Cannes pour prendre le soleil. Et le bien donc est très bien situé, proche des commerces. Il y a des arrêts de bus aussi à côté, à 5 minutes à pied de la mer. En plus, cet appartement se situe. Bon, vous l'avez compris, très sympa. Le prix de vente, 189 000 €. Il est proposé par Orpi. Une petite simulation de financement avec un apport de 20%, soit 37 800 €, et un emprunt sur 25 ans à 3,2%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 733 € par mois. Merci. Direction la Ville Rose. Et oui,
on prend la direction de la Ville Rose et c'est Toulouse. On vous a dégoté une maison au cœur du quartier Croix-de-Pierre, non loin de la Garonne et à proximité des transports, c'est important, et des commodités. Une maison des années 50 avec 6 pièces, 185 mètres carrés, entièrement rénovée, située sur un terrain de 390 mètres carrés. Alors notre maison, elle se compose au rez-de-chaussée et premier étage d'une entrée, d'un rez-de-chaussée pardon, et d'un premier étage, donc une entrée, un immense salon avec une salle à manger, une cuisine, une buanderie, un bureau pour télétravailler, c'est pas mal, une salle de bain, une toilette. Au deuxième étage, il y a la partie nuit avec 3 chambres, une salle de bain et des toilettes indépendantes. Et enfin, à l'extérieur, un jardin de 300 mètres carrés sur lequel on peut se garer. On peut mettre plusieurs véhicules d'ailleurs. Et puis, petit plus, notre maison comporte des panneaux solaires sur son toit. Laurent, c'est pour vous, ce qui lui permet de réaliser des économies sur la consommation électrique. Le DPE est très bon et bon, D. Et puis, cette maison, eh bien, elle est proposée par Bien Ici. Le tarif, 750 000 €. Alors, petite simulation de financement avec un apport de 20%, soit 150 000 € et un emprunt sur 25 ans à 3,2 toujours. Vos mensualités seront de 2 908 €. Merci Bérénice. Bon bah voilà, moi j'ai déjà appelé mon banquier pour faire mon petit prêt pour la maison de Toulouse. Et merci à tous, on se retrouve à la même heure, le même jour, la semaine prochaine. Mais avant ça, n'oubliez pas la rediffusion de l'émission mardi à midi sur Radio Imo. À bientôt. Merci, bonne semaine à tous. Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.